Depuis 20 ans, les chantiers signés China Ahead se multiplient sur le continent. Des autoroutes neuves en Zambie, des lignes ferroviaires en Éthiopie, des stades, des barrages, des ports et des zones industrielles. Sur la photo officielle, on voit un président africain, un ambassadeur chinois, un ruban rouge et derrière un projet présenté comme gagnant-gagnant. Mais derrière ces images, il y a une autre réalité beaucoup plus comptable. La Chine est devenue le plus grand prêteur bilatéral de l'Afrique, avec plus de 180 milliards de dollars américains de prêts publics entre 2000 et 2023, principalement pour des infrastructures, routes, énergie, chemins de fer. Derrière ces prêts, on retrouve presque toujours les mêmes acteurs, l'Exim Bank of China, la China Development Bank et de grandes entreprises publiques chinoises comme Sino Hydro ou China Railway qui construisent, opèrent et parfois exploitent les projets. Pour certains pays comme la Zambie ou l'Éthiopie, cette relation a permis de financer des infrastructures que aucun autre partenaire ne voulait toucher. Mais pour ces mêmes pays, la facture est aujourd'hui lourde. Dettes difficiles à rembourser, négociations complexes et économies complexes qui dépendent des entreprises publiques chinoises pour construire, entretenir et parfois réparer. Alors, sur le terrain, cette présence transforme aussi la vie quotidienne. Elle baisse le coût de certaines infrastructures, mais elle met en concurrence frontale les artisans, les PME et les importations industrielles chinoises bon marché. Alors, pour les économies africaines, cette relation avec Pékin est-elle encore un simple partenariat ou a-t-elle déjà franchi un point de non-retour ? La liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage. Pour comprendre l'ampleur de la relation Chine-Afrique, il faut d'abord regarder comment circule l'argent. Entre 2000 et 2023, les institutions financières chinoises ont accordé plus de 180 milliards de dollars américains de prêts à 49 pays africains, principalement pour financer des projets d'infrastructures, routes, chemins de fer, centrales électriques et télécoms. Le principal acteur, c'est l'Exim Bank of China, une banque publique spécialisée dans le financement de projets d'exportation chinoise. Elle a déjà engagé plus de 100 milliards de dollars américains rien qu'en Afrique, via des prêts concessionnels, des crédits acheteurs et des lignes de financement liées à des entreprises chinoises. Alors concrètement, le mécanisme est souvent le même. Un pays africain signe un contrat pour une route, un barrage ou une ligne ferroviaire et l'Exim Bank of China finance le projet. Et une entreprise chinoise comme Sino Hydro, China Road and Bridge ou China Railway décroche automatiquement le marché. Les fonds ne restent donc jamais sur les comptes du pays africain. Ils repartent vers des entreprises chinoises, vers des fournisseurs chinois, tout en laissant au pays la dette à rembourser. La Zambie illustre parfaitement cette dynamique. Le pays a massivement emprunté auprès de la Chine pour financer des routes, des projets énergétiques et des infrastructures ferroviaires. Résultat, avec environ 5,7 milliards de dollars américains de prêts, la Chine est devenue son plus grand créancier officiel. Quand la Zambie est rentrée en crise de dette, l'Exim Bank s'est retrouvé à la table des négociations pour décider des reports de paiement et des restructurations, ce qui montre le niveau de dépendance créé en une quinzaine d'années. En Éthiopie, l'histoire est différente, mais le schéma est proche. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti et le tramway d'Addis ont été largement financés par des prêts de l'Exim Bank pour plusieurs centaines de millions de dollars chacun. Ces projets ont amélioré la logistique, réduit le temps de transport vers le port de Djibouti et soutenu la stratégie industrielle éthiopienne. Mais ils ont aussi alourdi la dette extérieure du pays, au point que l'Éthiopie a dû renégocier certains remboursements et demander des rééchelonnements. Sur le plan économique, cette relation offre des avantages visibles. Les routes, les voies ferrées, les barrages et les zones industrielles financées par la Chine comblent un retard d'infrastructure que les bailleurs traditionnels n'avaient pas réussi à résorber. Dans certains cas, les entreprises locales gagnent des contrats de sous-traitance, le transport devient plus rapide, le coût de certaines marchandises baisse et l'État dispose d'actifs concrets. Une route existe, une centrale tourne, un port fonctionne. Mais le modèle a un coût. D'abord parce que la dette doit être remboursée, souvent en dollars américains dans un contexte où les monnaies africaines sont volatiles. Entre les années 2000 et 2020, l'Afrique a vu sa dette extérieure
plus que quintuplé. Et les créanciers chinois représentent désormais environ 12% de cette dette totale. Ensuite, parce que les contrats sont fréquemment opaques. Les clauses sur les taux, les garanties, les pénalités de retard ou de défaut sont rarement rendues publiques, ce qui nourrit la méfiance à la fois dans l'opinion publique mais aussi chez les décideurs. Sur le terrain social, la présence chinoise a aussi des effets ambivalents. Du côté des infrastructures, certains projets permettent aux États de construire des routes ou des ponts à un coût inférieur à ce qui est proposé par des entreprises occidentales. La concurrence joue en faveur des gouvernements. Mais du côté des acteurs locaux, le rapport de force est beaucoup moins équilibré. Les grandes entreprises publiques chinoises arrivent souvent avec leurs propres équipes, leurs propres fournisseurs, leur propre matériel. Les PME locales se retrouvent cantonnées à de la sous-traitance de second niveau. Fourniture de sable, de gravier, gardiennage, petite logistique, rarement plus. Pour les artisans, les petites entreprises industrielles, la compétition se joue aussi sur un autre terrain, celui des importations. Les produits chinois, matériaux de construction, meubles, textiles, équipements électriques, outils, arrivent massivement à des prix où peu d'artisans locaux peuvent rivaliser. La menuiserie ivoirienne qui fabrique des meubles se retrouve face à des meubles importés de Chine moins chers que son bois brut. Le fabricant de chaussures en Éthiopie doit s'aligner sur des chaussures venues d'Asie, fabriquées à grande échelle. Ce n'est pas seulement un jeu commercial, c'est une transformation de la structure productive locale. Pour les consommateurs, cette dynamique a un avantage immédiat. Des produits moins chers, plus variés, plus accessibles. Mais pour les artisans, les ateliers de quartier, les petites usines, cela signifie souvent pression sur la marge, baisse des volumes, voire fermeture. La question devient alors plus large que la seule dette. À force de financer des infrastructures avec des prêts chinois, en confiant les grands marchés aux entreprises publiques chinoises et en important massivement des produits fabriqués en Chine, quelle place reste-t-il aux acteurs économiques locaux dans la chaîne de valeur? Jusqu'où cette dépendance aux prêts, aux entreprises et aux marchés chinoises peut-elle aller avant de limiter la capacité des pays africains à développer leur propre industrie et leurs propres choix économiques? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Petite pause, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et ça nous fait vraiment plaisir. Mais une grande partie d'entre vous n'est pas encore abonné à la chaîne. Alors, si ce contenu vous aide, prenez un instant pour vous abonner, liker et surtout laisser un commentaire. Ça nous aide pour les référencements et ça permet à Warafa de toucher encore plus de monde. Merci à vous, on continue. Au final, la relation économique entre l'Afrique et la Chine n'est ni simplement piège de la dette, ni un miracle de développement. C'est un système structuré dans lequel la Chine produit des financements, des entreprises et des marchandises, et dans lequel les pays africains obtiennent des infrastructures, des routes, des rails, de l'énergie, mais aussi une dépendance financière et industrielle croissante. Les prêts de l'Exim Bank et des autres institutions chinoises ont permis à la Zambie, à l'Éthiopie et à bien d'autres pays africains de lancer des projets que d'autres partenaires refusaient de financer. Mais ils ont aussi placé ces mêmes pays dans une position où Pékin est devenu un interlocuteur incontournable pour renégocier la dette, ajuster les remboursements et de décider du rythme des grands projets futurs. Sur le plan social et productif, l'arrivée massive d'entreprises chinoises et de produits importés bouscule les équilibres. Les États profitent de coûts d'infrastructures parfois plus bas, les consommateurs profitent de prix attractifs, mais les artisans, les PME locales et certains industriels se retrouvent pris en étau. Plus qu'une emprise au sens moral, cette relation révèle surtout un choix stratégique. Accepter un financement rapide, relativement souple politiquement, mais fortement structurant économiquement. Et la vraie question pour les années à venir sera moins si la Chine va se retirer ou non, que de voir dans quelle mesure les pays africains seront capables d'utiliser cette relation pour renforcer leurs propres capacités, plutôt que d'en faire un point de dépendance irréversible. La liberté dans la pauvreté, à l'opulence dans l'esclavage.